Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Remerciements à Agnès, Nicolas et Marguerite, Arthur et Claire pour leur relecture attentive, ainsi qu'à Tony dont l'aide, dans la dernière ligne droite, fut précieuse. Remerciements également à Julien Tchernia de l'Empiris, Mehdi Guéribi, Nadine Bertin et Nathalie Mingret de Célia Céolis, Sylvain Gaumont, d'Alternas Orégie et à Nadège Noé de Proxélia. Leurs interviews nous ont aidé à mieux cerner un marché en pleine mutation. Remerciements enfin à Selectra, dont le support et la bienveillance ont rendu ce projet possible. Introduction. Une réforme profonde mais inachevée. La France a connu, la décennie passée, un bouleversement important de l'organisation de son système de production, de transport, de distribution et de fourniture d'électricité et de gaz. Conçues depuis 1945 comme partie d'un même service public, ces activités étaient traditionnellement exercées par des monopoles publics, communément regroupés et connus sous le nom des EDF-GDF. L'année 2004 a consacré l'aboutissement de l'ouverture à la concurrence du segment des clients professionnels pour certaines de ces activités, production et fourniture, tandis que d'autres, transport et distribution, demeuraient exercés par des monopoles publics. En 2007, l'ouverture était finalisée par le segment des clients particuliers qui représente, s'agissant de l'électricité, un tiers de la consommation nationale répartie sur un peu moins de 31 millions de ménages et pour le gaz, un quart de la consommation nationale répartie sur un peu moins de 11 millions de foyers. Une autorité indépendante, la CRE, était mise en place pour assurer la régulation de ce marché estimé à 43,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour l'électricité et 26,7 milliards pour le gaz. Aboutissement de ce processus, les consommateurs sont aujourd'hui libres du choix de leur fournisseur d'énergie. Si l'ouverture est bien complète sur le plan réglementaire, elle est encore de fait imparfaite. Le marché reste en effet toujours dominé par les anciens monopoles, et ancré dans une logique politique de fixation artificielle de prix bas difficilement conciliable avec la logique de libre jeu de la concurrence. Les tarifs réglementés, déterminés par les pouvoirs publics et des offres de marché coexistent, les premiers représentant encore 92% des contrats d'électricité et 79% des contrats de gaz naturel, tout type de site confondu. Cet état de fait peut être imputé à un relatif manque d'information des consommateurs. Plus de la moitié, par exemple, ignorent encore qu'ils peuvent changer de fournisseur. La part des offres de marché est toutefois en croissance rapide, et ce d'autant plus chez les professionnels, qui sont mieux informés sur l'organisation du marché. Les tarifs réglementés ne représentent ainsi plus que 59% du volume d'électricité et 21% du volume de gaz fourni aux professionnels. L'ouverture de ce secteur à la concurrence, même imparfaite, est aujourd'hui au cœur de débats animés sur son utilité et parfois sur ses dangers. Au-delà des réalités économiques, les observateurs pointent du doigt un changement culturel. Si la conception française du service public est toujours présente, comme en témoigne l'existence par exemple, d'un tarif spécial de solidarité pour l'électricité et le gaz, EDF-GDF, a disparu, suscitant des interrogations parfois, de la nostalgie souvent voire de la défiance chez certains. En réalité, ces évolutions peuvent paraître prometteuses dans la logique économique qui veut que la concurrence aboutisse à une baisse des prix. Après leur ouverture à la concurrence, les prix sur les marchés des télécoms en Europe et en particulier en France, ont par exemple fortement baissé dans le courant de la décennie 2000. Par transposition, on peut souhaiter que les prix de l'énergie baissent également du fait de l'ouverture des marchés à la concurrence. Mais en parallèle des questions de prix, l'enjeu de l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence est celui d'une prise de conscience. Longtemps considérée comme un service public, la fourniture d'électricité et de gaz naturel apparaît pour beaucoup de consommateurs comme un acquis universel. L'apparente simplicité du dispositif et la stabilité du prix de l'électricité au fil des saisons dissimulent les coûts environnementaux engendrés en hiver par le recours à des centrales thermiques fortement émettrices de gaz à effet de serre, tandis que les bars et cafés se dotent fièrement de chauffage électrique. EDF-GDF, du temps du monopole public, a longtemps fait écran entre les consommateurs et une organisation qui de fait est complexe.
Cet écran n'a pas favorisé la prise de conscience de ce qu'il n'y a rien de magique, ni de gratuit dans l'énergie. Aujourd'hui, à l'heure de la transition énergétique, ce décalage pose question. L'enjeu de l'ouverture à la concurrence se trouve donc peut-être ici. Démystifier l'énergie, rapprocher le prix facturé au consommateur final de son prix réel pour la collectivité et en définitive, favoriser une prise de conscience, des économies d'énergie et une évolution vers un mix énergétique moins carboné. Toutefois, l'ouverture à la concurrence des marchés de l'énergie n'est pas sans présenter des risques. Les Français quittent une organisation relativement performante, le monopole public ayant depuis sa création en 1946 rempli avec succès sa mission. À l'opposé, l'ouverture des marchés de l'énergie en Californie, commencée en 1996, se traduisait par une crise d'une grave ampleur. En raison des pratiques illégales et spéculatives de la société Enron, plusieurs coupures d'électricité eurent en effet lieu en 2000 et 2001. Surtout, l'ouverture des marchés de l'énergie en France s'effectue dans un contexte économique qui lui est peu favorable. Les prix de vente au détail de l'énergie n'ont pour l'instant pas baissé. Au contraire, ceux-ci se sont renchéris de manière significative, les tarifs réglementés de vente de l'électricité aux particuliers augmentant de 23% entre 2003 et 2013, alors que ceux du gaz grimpaient de plus de 68% entre 2005 et août 2014. Ces augmentations traduisent en fait l'alourdissement des coûts supportés par les fournisseurs d'énergie. Montée des coûts de maintenance des centrales nucléaires dans le contexte de l'après-Fukushima, impact de la transition énergétique et du développement de moyens de production décarbonés, coût du gaz naturel dont la demande en provenance des pays émergents s'agissant du GNL est en augmentation, effort important de modernisation des réseaux d'acheminement des électricité et de gaz naturel, coût du développement des smart grids. Ces augmentations, qui ne doivent donc rien à l'ouverture des marchés à la concurrence, font pourtant le lit des critiques à son encontre. Quoique l'objet de débat, l'ouverture des marchés de l'énergie semble bel et bien en marche. Elle se traduit concrètement par l'émergence d'acteurs devenus notables, aux ambitions de part de marché affichées. Certains, comme Direct Énergie, sont le fruit de la volonté d'investisseurs privés français de profiter de l'ouverture, quand d'autres, comme Eni, sont les succursales de groupes étrangers attirés par les opportunités du marché français. Les fournisseurs historiques français, EDF et GDF Suez, ont pour leur part amorcé leur mutation en vue de s'adapter à une nouvelle réglementation porteuse de nombreuses promesses de croissance. Pour rester compétitives, les entreprises locales de distribution s'efforcent également de s'adapter. Pour les consommateurs, ces évolutions se traduisent par un foisonnement de nouvelles offres. Particuliers, PME, entreprises, collectivités publiques se voient proposer désormais des offres dont les prix peuvent varier sensiblement. Pour ceux qui font l'effort de comparer les offres entre elles, cette nouvelle donne ouvre l'accès à des économies substantielles et à des services complémentaires, comme une garantie des prix sur la durée. Toutefois, le secteur tout entier reste un secteur en transition et le cadre réglementaire lui-même n'est pas encore stabilisé. Les tarifs réglementés de vente de l'électricité et du gaz naturel à destination des professionnels de taille moyenne et importante, par exemple, devront bientôt disparaître. Sur le plan technique, l'arrivée prochaine de compteurs intelligents est susceptible de reconfigurer l'organisation du système vers plus d'implication du consommateur final. Le marché de détail de l'énergie est donc encore voué à évoluer en profondeur. Dans ce contexte, cet ouvrage a pour ambition d'expliquer les évolutions qui touchent le système français d'électricité et de gaz et de présenter le marché de l'énergie qui en résulte. Sans taire les inquiétudes que peut soulever l'introduction d'une logique de marché dans ce domaine, il s'agira de porter un jugement sur la réalité de l'ouverture à la concurrence de ce secteur qui reste largement inachevé, et de faire état des potentialités qu'ouvrirait son achèvement. Aussi l'ouvrage s'articule-t-il autour de 4 parties. Une première section retrace l'historique du secteur de l'énergie en France, de sa création à son ouverture à la concurrence. Elle explicite en outre les changements dont cette ouverture a été le vecteur. Une deuxième partie présente le fonctionnement des marchés de détail de l'énergie, en dressant un panorama des différentes offres qui coexistent, des modalités de fixation des prix et des types de consommateurs qui, pour l'instant, restent dans leur majorité peu informés de l'organisation de ce marché.
Une troisième partie permettra au lecteur de mieux comprendre l'organisation physique du secteur de l'électricité et du gaz naturel, dont le marché de détail n'est qu'un appendice. En détaillant les missions et responsabilités des différents acteurs, elle ambitionne de rendre compte de la complexité de ce secteur. Enfin, la quatrième et dernière partie est davantage prospective et donc plus subjective. Elle propose la grille de lecture des auteurs sur les changements à venir dans ce secteur clé, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Partie 1. Du développement des réseaux à l'ouverture des marchés. Section 1.01. Le développement des réseaux d'électricité et de gaz. D'une exposition à l'autre. À Paris se tenait en 1881 une exposition internationale d'électricité. Première exposition du genre, l'événement organisé au Palais de l'Industrie à Paris rencontra un vif succès auprès des Parisiens qui purent apprécier les avancées scientifiques en ce domaine. Un congrès international des électriciens, organisé parallèlement à l'exposition, fut un forum de rencontre utile pour les scientifiques et industriels. Un demi-siècle plus tard, l'exposition internationale de 1937 à Paris fut l'occasion pour la compagnie parisienne de distribution d'électricité de commander à Raoul Dufy une peinture de grande dimension. S'étendant sur plus de 62 mètres de long pour 10 mètres de haut, la Fée Électricité devait, selon la commande, mettre en valeur le rôle de l'électricité dans la vie nationale et dégager notamment le rôle social de premier plan joué par la lumière électrique. C'est que d'une exposition à l'autre, l'électricité avait changé de dimension. D'une nouvelle invention qu'on exhibait au public, l'électricité devenait une réalité de tous les jours et occupait un rôle croissant dans le développement économique national. Pourtant, loin de devenir banale, elle restait entourée de mystères. Devenue omniprésente dans la société du XXIe siècle, l'électricité reste encore mal appréhendée. Quoique banalisée dans son utilisation, elle demeure à bien des égards entourée de quelque chose de magique. L'organisation du système électrique français, en un monopole intégré, a facilité cette distance, car elle n'a pas incité les consommateurs à comprendre ce qui se cachait derrière l'apparente simplicité véhiculée par le fournisseur historique. Alors que le marché de l'électricité et du gaz naturel s'est progressivement ouvert à la concurrence dans le courant de la décennie passée, il n'est que temps de lever le voile pour comprendre la diversité des métiers exercés dans les secteurs de l'énergie en France. À cette fin, ce chapitre historique brosse à grands traits les différentes étapes de la construction des réseaux d'électricité et de gaz naturel en France, 1.01. Avant d'aborder l'ouverture à la concurrence des métiers de la production et de la fourniture en France, 1.02, et de relativiser cette réforme qui reste mesurée par rapport à ses voisins européens, 1.03. 1.01.1 L'électrification du territoire national. L'histoire du développement des réseaux d'électricité en France n'est pas, contrairement à une tradition française, l'histoire de la réalisation à l'échelle locale d'un grand plan décidé à Paris. Au contraire, c'est celle de la construction et du raccordement progressif d'une multitude de réseaux locaux qui s'est parfaite par la création, après 1946, d'un réseau national d'électricité aujourd'hui largement fondu dans un réseau électrique européen. Si le développement d'un réseau national de gaz naturel a répondu aux spécificités de cette énergie, il a suivi un mode de développement similaire. 1884 à 1946, les prémices de l'électricité en France. À des origines de l'électricité, à son déploiement. L'électricité n'a pas été inventée. Phénomène naturel, elle est par exemple présente dans le corps humain, système nerveux et s'est toujours manifestée, électricité statique, éclair. Toutefois, sa maîtrise et son utilisation sont récentes. Elles sont la conséquence de progrès importants dans le courant du XIXe siècle, qui ont rendu possible son explication, sa production, sa mesure alors que, parallèlement, des usages de plus en plus divers lui étaient trouvés. Comprise, théorisée et maîtrisée, l'électricité a en fait suscité un intérêt croissant des gouvernements, des scientifiques, du public et des industriels. Après le télégraphe, qui fonctionne au moyen d'impulsions électriques,
Les finalités d'utilisation de l'électricité se sont multipliées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Éclairage public, transport, locomotives des tramways, métros, trains. Les usages de l'électricité se multipliant, la nécessité de créer des réseaux électriques s'est faite de plus en plus importante. Le développement des réseaux d'électricité s'est fait au niveau local. La loi du 5 avril 1884 a ainsi confié aux communes la compétence d'organiser le service public de distribution d'électricité. Puis, la loi du 15 juin 1906 a reconnu les communes comme étant propriétaires des réseaux en moyenne tension, HTA, et basse tension, BT. Les premiers réseaux électriques locaux ont fait leur apparition dans les villes. Bellegarde-sur-Valserine a ainsi été la première ville électrifiée de France, en 1884. Elle exploitait la ressource hydraulique. L'électricité y permit d'alimenter un éclairage public et certains particuliers. Sur ce modèle, les villes se sont progressivement électrifiées utilisant l'énergie thermique au nord, la houille noire, et l'énergie hydraulique au sud, la houille blanche. Toutefois, le développement à grande échelle de l'électricité a eu pour conséquence la nécessité de la construction de capacités de transport. C'est leur essor qui a rendu possible la propagation de l'utilisation de l'électricité, aux particuliers. Le déploiement des réseaux de transport est néanmoins la conséquence de l'invention du transformateur par Lucien Gollard, en 1882. Un problème se faisait en effet jour au début de l'électricité puisque l'éclairage et l'utilisation courante de l'électricité requièrent une électricité à basse tension, mais que le transport d'une telle électricité est onéreux et inefficace. À basse tension, les pertes d'électricité par échauffement effet Joule sont importantes. Le transformateur permet de modifier la tension d'un courant pour l'augmenter lorsque l'électricité emprunte un réseau de transport et l'abaisser lorsque celle-ci arrive sur un réseau local. Les pertes d'électricité sont minimisées. B. L'électrification du territoire national. Le raccordement entre des réseaux locaux et la construction progressive d'un réseau national d'électricité, puis le développement des interconnexions entre les réseaux nationaux d'Europe continentale et la formation d'un système européen d'électricité obéissent à une même logique. D'une part, il s'est agi de construire des réseaux plus stables. L'interconnexion des réseaux accroît en effet la stabilité de chacun d'entre eux. En cas de panne sur un réseau, l'électricité peut alors emprunter un autre chemin et l'alimentation des clients est préservée. D'autre part, il s'est également agi de développer un système plus efficient. Il est donc intéressant de constater que le réseau électrique français s'est construit de manière désagrégée, en partant de l'échelle locale pour acquérir après 1946 une dimension nationale. Les réseaux ont d'abord été construits au sein d'une ville ou d'un territoire rural. Avant 1946, le secteur électrique s'était développé autour de nombreuses sociétés locales sur l'ensemble du territoire français. Ce n'est que l'unification de cette multitude de réseaux après 1946 qui a créé le réseau électrique que l'on connaît de nos jours. Deux systèmes, l'un public, l'autre privé, étaient utilisés par les communes avant 1946 pour développer les réseaux sur leur territoire. Le système de concession de services publics permettait de faire porter la charge de la construction du réseau par un tiers qui se rémunérait ensuite par l'exploitation du réseau. À côté de ce système, certaines collectivités ont choisi de gérer directement la création de leur réseau électrique en utilisant le système de la régie publique. Dans ce système, la commune administre, via une régie qui lui appartient, la création et la gestion du réseau. Enfin, un autre système public est apparu à partir de 1920 pour accélérer l'électrification des zones rurales françaises. Les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, SICAE, reposaient sur un financement complexe, intégrant population, emprunts et organismes publics. Un fonds d'amortissement des charges d'électrification, FAS, créé en 1936 a d'ailleurs permis d'apurer les charges de ce développement. Toutefois, si au départ, ce fonds devait être financé pour moitié par les contributions des consommateurs et pour moitié par une participation de l'État, l'État a rapidement cessé d'assurer le financement de ce fonds. Ainsi, ce sont les consommateurs d'électricité qui ont, dans une large manière, financé l'électrification de la France.
Le développement local des réseaux électriques a abouti à ce que l'électricité était bien répandue à la veille de la Seconde Guerre mondiale, mais dans le cadre d'un paysage très éclaté. Alors que 7000 communes étaient électrifiées en 1919, 36 500 communes, soit 96% de la population française, l'étaient en 1938. Toutefois, avant 1946, les standards techniques étaient divers, empêchant l'existence d'un système électrique intégré. Comme l'explique René Massé, les acteurs étaient en effet nombreux malgré la présence de quelques acteurs de taille importante. Il y avait 200 entreprises privées dans la production, une centaine dans le transport et environ 1150 dans la distribution. De plus, des acteurs publics, régies locales, étaient présents. 250 régies étaient ainsi en charge de concessions de distribution. 2. 1946. La nationalisation des activités électriques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, une unification des réseaux électriques s'est imposée afin d'accroître la stabilité de la fourniture d'électricité. La diversité juridique et technique qui existait était la conséquence du mode de construction du réseau électrique français, mais ne convenait plus aux besoins de stabilisation. À Paris, par exemple, il existait 5 types techniques de distribution différents. La nationalisation du secteur de l'électricité et du gaz et la création des établissements publics EDF et GDF ont rendu possible des investissements importants dans les moyens de production, comme le programme nucléaire lancé à partir des années 1960. La loi de nationalisation du 8 avril 1946 a profondément modifié le paysage du secteur. Elle a nationalisé les activités de production, transport et distribution d'électricité et de gaz qui étaient précédemment exercées par des sociétés privées. Pour exercer ces activités, elle a créé 2 établissements publics, Électricité de France EDF pour l'électricité et Gaz de France GDF pour le gaz. Une exception a toutefois été prévue. En effet, la loi a laissé la possibilité, s'agissant de la distribution et de la fourniture, le réseau de transport a par contre été entièrement nationalisé, aux sociétés publiques d'échapper à cette réforme. Après la loi de 1946, certains de ces organismes se sont fondus dans EDF et GDF alors que d'autres ont gardé leur indépendance. Ces dernières sociétés sont appelées entreprises locales de distribution, ELD, ou encore distributeurs non nationalisés, DNN. 1.0-1.2 Le développement du réseau de gaz. 1. Le gaz, une énergie spécifique. À l'instar de l'électricité, le gaz naturel n'est pas une découverte récente. Son utilisation industrielle est toutefois peu ancienne. Si le gaz naturel a été découvert au XVIIe siècle, la commercialisation à très petite échelle du gaz naturel n'a débuté qu'à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'invention de capacités de transport et de stockage qui a rendu possible l'essor de l'utilisation du gaz naturel. L'invention de joints à l'épreuve des fuites, 1890, et le développement de gazoducs susceptibles de transporter du gaz sur de longues distances a entraîné un essor important de cette énergie. Les différents types de gaz. On distingue, sous l'appellation de gaz, différents types de gaz selon leurs moyens de production et leur destination d'utilisation. Le gaz d'éclairage, comme son nom l'indique, recouvre le gaz utilisé pour l'éclairage et a connu un essor important au XIXe siècle. Il a été remplacé, après 1880, par l'électricité qui a pris le relais de cette énergie pour les besoins d'éclairage. Le gaz dit de ville était destiné de manière générale au chauffage, à la cuisson, et comme carburant pour des moteurs et turbines. De nos jours, c'est à cette utilisation qu'est destiné le gaz. Le gaz de ville était un gaz manufacturé, c'est-à-dire créé. Le gaz de houille est un exemple de gaz manufacturé créé à partir de houille. L'inconvénient du gaz de ville est sa toxicité, il contient du monoxyde de carbone. Le gaz naturel, qui est le gaz utilisé sur l'immense majorité du réseau de distribution, est extrait de gisements. Le gaz naturel a progressivement remplacé le gaz de ville à partir des années 1950 en France. Il est principalement composé de méthane. NB. Même si le gaz naturel est parfois assimilé par abus de langage au gaz de ville, c'est bien le gaz naturel qui parcourt aujourd'hui le réseau de distribution.
Le biogaz, ou biométhane, est un substitut du gaz naturel et est une énergie renouvelable issue de la décomposition de déchets organiques. Enfin, d'autres confusions doivent être évitées. Le gaz naturel liquéfié, GNL, est un gaz naturel refroidi. Essentiellement composé de méthane et plus léger que l'air, il est transporté par méthanier. Si le gaz consommé est encore principalement transporté par gazoduc, le transport du gaz par méthanier, sous la forme de GNL, est en croissance. Par exemple, la zone GRT Gaz Sud du réseau de transport de gaz français est principalement alimentée par du GNL en provenance des terminaux méthaniers de Fos-Tonquin et Fos-Cavaou. De plus, certains fournisseurs proposent des offres de fourniture GNL. Ces offres sont destinées à des professionnels car le GNL doit être conservé à une température de -160°C. Le gaz de pétrole liquéfié, GPL, diffère du GNL en ce qu'il est essentiellement composé de butane et de propane et est plus lourd que l'air. L'appellation recouvre le gaz propane et le gaz butane. Ces gaz sont utilisés dans des bouteilles propane et butane ou dans des citernes propane. Leur usage est assez répandu en cas d'absence de réseau de distribution de gaz naturel. Les bouteilles de gaz peuvent aussi être utilisées en camping par exemple. Par ailleurs, le GPL est un carburant utilisé par certains types de véhicules. Il est aussi utilisé dans la pétrochimie. Enfin, les gaz industriels n'ont rien à voir avec les autres types de gaz. Il s'agit de gaz utilisés dans les processus industriels ou dans le secteur médical. L'oxygène est par exemple un gaz commercialisé comme tel par des entreprises spécialisées. Comprendre les différences entre le gaz naturel, le GNL et le GPL à l'aide d'un tableau. NB. Il existe des réseaux de distribution de gaz propane qui permettent d'être alimentés en gaz propane à partir d'une citerne commune à plusieurs bâtiments. Source, recherches internes Selectra. 2. La nationalisation d'un secteur stratégique. Après la Seconde Guerre mondiale, le secteur du gaz a été nationalisé. Toutefois, cette nationalisation diffère de la nationalisation du secteur électrique et répond à la spécificité du gaz naturel. La loi du 8 avril 1946 a nationalisé les activités de distribution, de fourniture et d'importation et exportation de gaz naturel en France. Ces activités ont été confiées à l'établissement public Gaz de France, GDF. À l'image de l'électricité, une exception a toutefois été prévue dans le cas des ELD. L'article 23 de la loi du 8 avril 1946 a en effet exclu les ELD de la nationalisation des activités de fourniture et de distribution. En revanche, les activités de transport et de production de gaz naturel n'ont pas été nationalisées. L'article 8 les a exclus de son champ d'application. L'activité de production de gaz naturel est soumise à un régime de concession relevant du Code minier. Ce régime n'a pas changé aujourd'hui. L'activité de transport a été concédée à Gaz de France ainsi qu'à la Société nationale des gaz du Sud-Ouest, filiale d'Elf et de Gaz de France. Enfin, l'activité de stockage était exercée dans le cadre d'un mécanisme d'autorisation. L'activité de Gaz de France a en fait considérablement évolué après 1960. Dans les années 1950, l'activité de production de GDF a consisté, au sens propre, à produire du gaz de ville à partir de houille dans des usines à gaz. Leur fonctionnement complexe a conduit à ce que leur nom devienne une expression populaire. Le développement du gaz naturel en France date des années 1960 après la découverte, 1951, et les débuts de l'exploitation du gisement de gaz naturel de Lac. Ce gisement satisfaisait, jusqu'à son épuisement en 2013, 3% de la demande française en gaz naturel. Celui-ci a peu à peu remplacé le gaz de houille, GDF cessant l'exploitation de ses usines à gaz pour lui préférer un gaz moins toxique, voire encadré ci-dessus. Les réserves de gaz naturel de la France étant limitées, GDF a eu recours à des importations de gaz naturel en provenance de pays mieux dotés en réserve. Pour pallier l'irrégularité de ses approvisionnements, il a par ailleurs développé une activité de stockage. Section 1.02 de la fin du monopole d'État à l'ouverture à la concurrence. C'est dans le contexte de l'instauration d'un marché unique
que les pays de l'Union européenne ont fait le choix de l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz à la concurrence, afin de créer un marché intérieur de l'énergie. Ce marché, concurrentiel et de plus en plus intégré, doit permettre d'aboutir à des prix plus équitables pour les consommateurs européens, de favoriser l'atteinte par l'UE de ses objectifs en matière de réduction d'émissions de CO2, et de diversifier son approvisionnement tout en dégageant les ressources nécessaires aux investissements dans les infrastructures de production et de transport de l'énergie. Ce choix, résultat d'un accord politique entre les États européens, a conduit la France à profondément modifier le fonctionnement de son marché de l'électricité et du gaz. Ce chapitre a vocation à permettre de saisir l'ampleur des changements induits par cette réforme d'envergure. Il présente de prime abord l'organisation de la production, du transport et de la fourniture d'électricité en France avant 1996 et détaille les raisons de la création d'un marché européen de l'énergie. 1.02.1. Les différentes étapes de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie en France sont ensuite présentées. 1.02.2. Une focalisation sur EDF-GDF permet en particulier de comprendre les changements que cette nouvelle réglementation a apportés à l'organisation de l'ancien monopole. 1.02.3. Enfin, cette section se conclut par la présentation de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité de 2010, la loi NOM, qui a achevé d'ouvrir le marché de l'électricité français. 1.02.4. 1.02.1 Les raisons de la réforme. 1946 à 1996, le monopole d'État. À la nationalisation, une reprise en main par l'État d'un secteur clé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France est affaiblie. Aussi, l'électricité et le gaz, que l'on sait cruciaux à l'expansion industrielle, représentent-ils un enjeu stratégique majeur. Il s'agit en effet de reconstruire et renforcer le réseau de transport et de distribution du gaz et de l'électricité, et d'augmenter les capacités de production afin de répondre à la demande croissante des ménages, désireux de nouveaux équipements gourmands en énergie, et des entreprises, en particulier industrielles, qui ont un besoin croissant d'électricité et de gaz pour produire ces biens de consommation. La nationalisation des activités de production, transport et distribution de l'électricité et du gaz combustible va ainsi accompagner les 30 Glorieuses en France. C'est la loi numéro 46A628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz qui modifie profondément l'organisation des activités de l'électricité et du gaz en France. Pour contribuer au redressement et à la modernisation industrielle de la France, la loi institue un monopole d'État sur la production, le transport et la distribution de l'électricité et du gaz. Concrètement, ces activités sont nationalisées, article 1er de la loi, et confiées à EDF, Électricité de France, pour ce qui concerne l'électricité AR. 2. Et GDF, Gaz de France, en ce qui concerne le gaz naturel AR. 3. La création de ces monopoles trouve sa justification dans la théorie économique, en raison des fortes économies d'échelle qu'induit la création de réseaux électriques et gaziers. En effet, le coût de la création d'un réseau de dimension nationale de transport et de distribution de l'énergie est très élevé et ne peut dès lors être rentable, ou à tout le moins viable, que s'il n'existe qu'un seul réseau électrique et un seul réseau gazier. EDF et GDF sont ainsi conçus comme deux entreprises distinctes, publiques et en situation de monopole sur leurs marchés respectifs. Chacune est dotée du statut d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, qui lui permet de bénéficier d'une large autonomie vis-à-vis de l'État tout en étant partie de la sphère publique, qui regroupe l'État, les collectivités territoriales, les agences et les différents établissements publics. Pour le consommateur, cela se traduit par l'entrée dans la culture populaire des acronymes EDF et GDF, qui sont respectivement associés à l'électricité et au gaz. S'agissant des tarifs, le marché de l'électricité et du gaz est fortement réglementé et ceux-ci sont définis par le gouvernement. EDF a dans une large mesure accompagné le développement industriel de la France. Si le parc de production d'électricité français était initialement dominé par des centrales hydrauliques, héritières du développement de la houille blanche, et thermique au charbon,
la houille noire, puis au fioul. Une substitution de ce deuxième type de centrale a progressivement été opérée à partir de 1963 vers des centrales nucléaires. Cette substitution s'est accélérée après les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Elle a conduit à ce que l'électricité produite en France par EDF était en 2012 à hauteur de 80,4% d'origine nucléaire, et que le fioul et le gaz ne représentaient respectivement plus que 1,2% et 2,4% de sa production. B. L'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence. Témoignage d'un secteur arrivé à maturité. Le fonctionnement du marché français de l'énergie avait certes des avantages. Il a rendu possible l'essor de deux géants nationaux sur le marché de l'énergie. Pour le consommateur, il a induit une certaine simplicité, EDF étant assimilé à l'électricité et GDF au gaz. Enfin, et de manière plus importante, il a permis l'essor industriel en France pendant les 30 Glorieuses, remplissant ainsi parfaitement son objectif initial. Toutefois, dans le courant des années 1990, une réflexion à l'échelle européenne a conduit à la remise en cause de ce système et à la construction d'un marché européen concurrentiel de l'énergie. 3 raisons expliquent cette inflexion majeure. D'abord, le contexte qui précéda à la création d'EDF et de GDF, voire Supra, est différent dans les années 1990. La France, grande puissance industrialisée, n'est plus en retard. La situation ne justifie donc plus la présence d'un monopole public destiné à la construction d'un réseau d'électricité et de gaz, ceci étant construit et opérationnel. Ensuite, comme on l'a dit, la création d'un monopole dans le secteur énergétique reposait sur une vision agrégée du marché de l'énergie. Or, celui-ci regroupe en fait des activités différentes. Dès lors, il convient de distinguer les activités de réseau, pour lesquelles il est justifié de maintenir un monopole, comme le transport et la distribution, des autres activités pour lesquelles l'ouverture à la concurrence est possible, production et commercialisation. Focus 1. Les différentes activités sur le marché de l'énergie. Loin de représenter un tout monolithique, le marché de l'électricité peut en fait être découpé en 4 pôles bien distincts: la production, le transport, la distribution et la commercialisation. Enfin, l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence s'inscrit dans une évolution plus globale sous 2 impulsions concomitantes: le recentrage de l'État sur ses prérogatives régaliennes et la création d'un marché unique en Europe. La place de l'État a en effet durablement changé dans le courant de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors que la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz de 1946 s'inscrivait dans un contexte où l'État était vu comme un tout devant pourvoir à tous les besoins de la société, des changements très profonds ont influé sur la place de l'État dans les sociétés européennes, rendant le régime de 1946 obsolète. D'une part, l'organisation de l'État a évolué, celui-ci abandonnant un mode d'administration centralisé pour une organisation plus multiforme faisant application du principe de subsidiarité. D'autre part, le champ d'intervention de la puissance publique au sens large a évolué, l'État ayant tendance à se désengager de la gestion des grandes infrastructures, autoroutes, réseaux téléphoniques, réseaux d'énergie. De plus, en 1957, traité de Rome, 6 États européens créaient ce qui est aujourd'hui l'Union européenne et un grand marché commun, poursuivant le travail commencé en 1951 par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, traité de Paris. L'Union européenne a, dès ses débuts, eu pour but la création d'un grand marché européen unique devant permettre de réduire les prix pour les consommateurs et de favoriser l'innovation en permettant aux entreprises d'avoir accès à un marché plus large. Cet objectif a été réaffirmé par l'Acte unique européen de 1986. C'est ainsi que le marché des télécoms a été ouvert à la concurrence en France, le 1er janvier 1998. Accompagnée par une révolution technologique, cette ouverture a conduit, comme chacun sait, à une baisse très sensible des prix et à une augmentation de la qualité des services, offre triple play par exemple, téléphone, télévision, Internet. D'autres marchés ont également été ouverts à la concurrence comme ceux des transports aériens et ferroviaires. 1.02.2 Les grandes étapes de l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. Une ouverture progressive.
à un texte législatif, du droit européen au droit national. En France, le marché de l'énergie a été progressivement ouvert à la concurrence. Cette ouverture s'est inscrite dans le cadre de la création d'un marché européen concurrentiel de l'énergie. Des textes de niveaux différents ont permis de mener à bien cette réforme majeure d'un secteur stratégique, dans un esprit visant à permettre son développement effectif, tout en préservant un haut niveau de service public et de protection du consommateur. Le tableau ci-dessous présente ces différentes mesures législatives. 8. Source, recherches internes Selectra. 2. Grands principes et règles d'une ouverture dans un cadre régulé. 2 changements principaux ont été induits par ces différentes réglementations. A. Une ouverture à la concurrence des activités de production et de fourniture d'énergie. La fin de la situation de monopole pour les activités de production et de commercialisation a permis d'ouvrir à la concurrence les activités qui peuvent bénéficier d'un fonctionnement concurrentiel. Puisqu'il s'est agi de créer un grand marché concurrentiel de l'énergie, 2 principes fondamentaux ont été consacrés. Celui de la liberté d'établissement pour les producteurs d'énergie, permettant une concurrence effective dans le secteur de la production. Celui de la liberté de choix du fournisseur d'énergie pour les consommateurs, particuliers ou professionnels, entreprises, industriels, collectivités publiques, ce qui rend possible une concurrence effective dans le secteur de la commercialisation de l'électricité et du gaz. B. Un cadre largement réglementé. Parallèlement, la séparation des différentes activités électriques et gazières et le maintien d'un monopole régulé pour les activités de transport et de distribution inscrit l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie dans un cadre réglementé. L'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité à la concurrence procède de la séparation des différentes activités électriques et gazières, production, transport, distribution, commercialisation, voire supra. S'agissant des activités de réseau, un monopole a été conservé. Néanmoins, pour s'assurer que cette situation n'empêche pas la libre concurrence sur les autres activités, un principe de droit d'accès dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour tous les utilisateurs des réseaux de transport et de distribution d'énergie a été dégagé par la loi du 3 janvier 2003. Ce principe se traduit par le fait que les prix d'accès aux réseaux de transport et de distribution de l'électricité et du gaz sont fixés par le gouvernement sur avis de la Commission de régulation de l'énergie, CRE, instance ad hoc, et non par les sociétés elles-mêmes. De plus, les textes ont obligé les entreprises qui auparavant exerçaient conjointement différentes activités dans le secteur de l'électricité ou du gaz à les séparer clairement en créant des filiales distinctes. EDF a ainsi créé ERDF, filiale autonome, qui exerce l'activité de la distribution. 3. Les étapes de l'ouverture du marché à la concurrence, une ouverture progressive. La France a fait le choix d'une ouverture progressive de son marché de l'électricité et du gaz à la concurrence. Cette ouverture a en effet d'abord concerné les grands industriels 2000, puis les entreprises, professionnels et collectivités locales, 2004, avant d'être étendue à tous les consommateurs 2007. À l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. 10 à 11. Source, recherches internes Selectra. B. L'ouverture à la concurrence du marché du gaz. Source, recherches internes Selectra. 1.02.3 Une conséquence de l'ouverture du marché, le changement de statut juridique des EDF-GDF. 1. La fin d'EDF-GDF et la normalisation des 2 anciens monopoles. Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à 2004, loi numéro 2004-803 du 9 août 2004 transformant EDF et GDF en sociétés anonymes, EDF et GDF étaient 2 établissements publics à caractère industriel et commercial. Ce statut avantageux leur permettait de disposer d'une certaine autonomie au sein de la sphère publique. EDF et GDF, bien que 2 établissements distincts, partageaient en outre une entité commune, EDF Gaz de France Distribution, chargée de la distribution de l'électricité et du gaz sur le territoire national. L'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie en France
a conduit à une modification de l'organisation de ces deux acteurs structurants du marché de l'énergie français, sur les plans organisationnel et juridique. À évolution dans l'organisation des anciens monopoles. Sur le plan organisationnel, les activités de transport et de distribution ont été isolées des activités de production et de commercialisation. La modification de l'organisation d'EDF et de GDF s'est d'abord traduite par l'autonomisation des services chargés du transport au sein d'EDF et de GDF. S'agissant de l'électricité, l'ancien service du transport d'EDF est devenu, le 1er juillet 2000, RTE. S'agissant du gaz, deux entreprises ont été créées le 1er janvier 2005. TIGF, Transport Infrastructure Gaz France, est chargé du transport du gaz dans le quart sud-ouest de la France tandis que GRT Gaz, filiale à 75% de GDF Suez, est chargé du transport du gaz dans les autres parties du territoire français. La propriété des concessions de transport de gaz a été transférée aux concessionnaires. Article 81 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificatives pour 2001. Depuis lors, l'exploitation du réseau de transport de gaz naturel est maintenant régie par un régime d'autorisation de transport et non plus de concession. Le réseau d'alimentation générale, dont l'exploitation était confiée à EDF dans le cadre d'une concession en 1946, a été rebaptisé Réseau public de transport. Ce réseau reste public. L'exploitation de ce réseau est confiée à RTE, filiale d'EDF, dans le cadre d'une concession dont le cahier des charges est fixé par l'État, après avis de la CRE. L'organisation de l'activité de distribution d'électricité et de gaz a été réformée quelques années plus tard suivant une logique analogue. Ainsi a-t-il été procédé à la scission d'EDF Gaz de France Distribution en deux filiales, ERDF, Électricité Réseau Distribution France, et GRDF, Gaz Réseau Distribution France, détenues respectivement par EDF et GDF Suez, indépendantes de leur maison mère et chargées de la distribution de l'électricité et du gaz. Ces deux entreprises ont été créées le 1er janvier 2008. De plus, le monopole dont disposaient ces distributeurs pour exploiter les concessions de gaz naturel a été partiellement supprimé. La loi du 3 janvier 2003 prévoit en effet que les communes qui ne disposent pas d'un réseau de gaz naturel peuvent avoir recours à tout distributeur agréé pour exploiter la nouvelle concession. Voir le cas des nouvelles concessions de gaz naturel 3.01.1. B. Évolution juridique, de l'établissement public à la société anonyme. Sur le plan juridique, EDF et GDF sont devenus des sociétés anonymes, renonçant à l'avantage que leur conférait leur statut d'établissement public pour se doter des outils susceptibles de garantir leur croissance future. Une partie du capital de chacune des entreprises a été introduite en bourse à partir de 2005, même si l'État y demeure présent. L'article 24 de la loi de 2004 imposait en effet que l'État détienne plus de 70% du capital de chacune de ces sociétés. De fait, aujourd'hui, l'État reste majoritaire à hauteur de 80% au capital d'EDF. Des évolutions ont cependant été rendues nécessaires pour GDF, afin de permettre sa fusion avec le groupe Suez. La loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 a ainsi modifié cet article 24 en précisant que l'État détient plus de 70% du capital d'EDF et plus de 30%. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.